Imaginons un instant cette scène, je suis sûre que ça va parler à tout le monde. Le matin, le temps presse, on voit partir au travail, et là, impossible de remettre la main sur ces satanées clés de voiture. Ah oui, le grand classique du matin. C'est ça. Ou alors, cette autre situation, on montre d'un pas super décidé dans une pièce, on franchit la porte et, bam, le vide total dans l'esprit. Le fameux syndrome du passage de porte. Voilà, exactement. Plus aucun souvenir de ce qu'on venait chercher. Et quiconque a déjà vécu ces moments de flottement sait à quel point notre propre cerveau peut donner l'impression de nous trahir, quoi. C'est vrai que ça donne un sentiment d'impuissance assez fort. Totalement. Et c'est justement tout l'enjeu de notre exploration approfondie d'aujourd'hui. On va essayer de comprendre les rouages de la mémorisation pour arrêter d'en être la victime, en fait. Un très beau programme. N'est-ce pas? Et pour mener à bien cette analyse, on va se baser sur les concepts du livre Une mémoire au top, écrit par Jean-Yves Pons. Un ouvrage vraiment fascinant sur le sujet. Oui, mais je dois avouer un truc. En abordant ces documents, j'ai tout de suite adopté une posture un peu sceptique. Ah bon? Pourquoi ça? C'est tellement facile de se dire qu'on est né avec une mémoire de poisson rouge. Moi, la première, je suis persuadée que c'est presque génétique, tu vois. Que c'est une fatalité en quelque sorte. C'est exactement ça. On a vraiment tendance à diviser le monde en deux. D'un côté, ceux qui retiennent tout sans aucun effort, les chanceux, et de l'autre, ceux qui oublient systématiquement tout. Eh bien, cette dichotomie, cette idée qu'il y a des individus doués et les autres, c'est vraiment le tout premier mythe que l'auteur entreprend de déconstruire dans son livre. Donc ce n'est pas inné? Pas du tout. Ce sentiment de fatalité face au trou de mémoire, il repose sur un postulat qui est complètement erroné en fait. D'accord. La thèse centrale des sources qu'on étudie aujourd'hui, elle affirme très clairement que la mémoire, c'est absolument pas un don inné qui nous tombe du ciel à la naissance. C'est quoi alors? C'est une faculté à part entière. Et la caractéristique principale d'une faculté, c'est qu'elle exige un entraînement régulier, un entraînement délibéré et surtout stratégique. Donc on n'est pas condamné par notre génétique à oublier nos clés de voiture. Voilà, l'idée d'une condamnation neurologique qui frapperait juste une partie de la population, elle est complètement balayée par les recherches récentes. Et les sources utilisent une métaphore que j'ai trouvée hyper parlante pour expliquer ça. Celle du muscle. Oui, c'est une analogie très puissante. C'est pertinent parce que ça transfère un peu la responsabilité en fait. C'est plus une question de malchance à la naissance, c'est juste une question de sédentarité mentale. C'est exactement le terme, oui. C'est comme le sport, quoi. Si on arrête d'utiliser un muscle, l'atrophie musculaire s'installe. Il perd sa tonicité, sa force. Et le document applique exactement le même diagnostic à notre cerveau. Avoir des oublis à répétition, ça ne veut pas dire qu'on a un cerveau défaillant. Ça rassure un peu. Ça illustre juste le comportement d'une mémoire qui n'est plus stimulée, en fait. Une mémoire qui s'est habituée à la facilité. Mais biologiquement parlant, il se passe quoi au juste quand on stimule ce muscle? Ce qui est fascinant ici, c'est que cette atrophie s'explique par les principes de la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est le fait que le cerveau est malléable, c'est ça? Exactement. Pendant longtemps, on a cru que le cerveau adulte était figé, qu'il ne bougeait plus. Or, les études montrent que c'est un réseau ultra dynamique, toujours en train de se remanier. Comme de la pâte à modeler en gros. Voilà. Quand quelqu'un s'engage dans des exercices de mémorisation, il n'empile pas juste des données abstraites, il provoque une vraie modification de la structure cellulaire de son cerveau. Ah ouais, carrément au niveau des cellules. Oui, la pratique déclenche la sécrétion d'une substance qu'on appelle la myéline. La myéline. J'ai vu ça dans le texte. C'est comme une sorte de gaine, non? C'est tout à fait ça. C'est une gaine isolante qui vient envelopper les axones, donc les prolongements des neurones. Et le truc fou, c'est que l'épaississement de cette gaine a un impact mesurable, direct. Sur la vitesse à laquelle on réfléchit. Exactement. La vitesse et l'efficacité de la transmission des signaux électriques sont complètement décuplées. C'est vraiment une optimisation du matériel réseau, en fait. C'est une excellente façon de le formuler. Et ce qui est super intéressant dans le texte, c'est qu'il souligne que les bénéfices de cette myéline, ça dépasse largement le fait de juste briller à des jeux télévisés. Ah oui, l'impact sur le quotidien est massif. L'auteur dresse une liste des avantages, et c'est fou. Une mémoire affûtée, ça fait gagner un temps considérable, ça évite des erreurs professionnelles ou personnelles qui peuvent coûter cher. Et surtout, ça nourrit une confiance en soi fondamentale. C'est vrai que savoir qu'on peut enfin compter sur son propre esprit, ça doit baisser le niveau d'anxiété de façon drastique. L'auteur parle même d'un état de bonheur plus stable. Parce que la fiabilité de notre cognition, c'est vraiment un pilier de notre sérénité. Mais attention, Quoi donc? pour atteindre ce niveau, il faut absolument abandonner une autre croyance très tenace. L'idée que le cerveau fonctionne comme un disque dur d'ordinateur. Ah oui, avec les petits dossiers bien rangés. Voilà. Le modèle informatique, où on range un fichier Word dans un dossier jaune indépendant, c'est aux antipodes du fonctionnement humain. Le cerveau n'aime pas le classement alphabétique, alors?
Pas du tout. Il a même une sainte horreur des informations isolées. Les sources utilisent deux métaphores visuelles très fortes pour expliquer comment on encode l'information. La toile d'araignée et le réseau autoroutier. Bon, décortiquons un peu tout ça. La toile d'araignée, ça veut dire quoi concrètement? Ça illustre le principe de l'association. Toute nouvelle connaissance doit impérativement s'accrocher à une structure qui existe déjà dans notre tête. Donc, si une info brute arrive sans aucun contexte, elle tient pas. C'est comme un fil suspendu dans le vide. Il finit forcément par casser. D'accord. Et l'auteur évoque l'exemple très célèbre de la Madeleine de Proust pour illustrer ça. Oui, et c'est pas juste une jolie figure de style littéraire, c'est vraiment la description clinique de la mémoire associative en pleine action. Une simple saveur, l'odeur d'un gâteau trempé dans du thé, et boum, ça active tout un réseau de souvenirs d'enfance qui dormait là. Exactement. Plus une information est reliée par des ramifications, ce que le livre appelle des chemins d'accès, plus il sera facile de la retrouver plus tard. Et c'est là qu'intervient l'autre image, celle de l'autoroute. C'est le cœur de la mécanique. Imaginons qu'on mémorise un truc avec un seul chemin d'accès. Disons une petite route de campagne, toute sinueuse. Ok, je visualise bien. Au moindre coup de fatigue ou de stress, paf, embouteillage mental. L'information devient inaccessible. Le fameux trou de mémoire. Ah, le mot qu'on a sur le bout de la langue mais qui veut pas sortir. C'est ça. Par contre, si la donnée est attachée à une autoroute neuronale à 6 voies, avec plein de bretelles de raccordement de tous les côtés, Là, la récupération devient super robuste. exactement. C'est l'essence même de l'apprentissage stratégique. Il faut multiplier ces voies d'accès au moment où on apprend le truc. Ce qui soulève quand même une question pratique. Comment on les construit, ces immenses autoroutes neuronales? Surtout quand c'est un concept complètement nouveau qui ne résonne avec rien de personnel. Les sources ont une réponse très catégorique là-dessus. C'est la règle de l'apprentissage multisensoriel. C'est-à-dire utiliser nos 5 sens. Voilà. En général, les gens ont tendance à s'enfermer dans un seul mode. On se dit « moi je suis plutôt visuel » ou « moi je suis auditif ». C'est vrai qu'on entend ça tout le temps. Sauf que le secret des grandes mémoires, c'est la superposition des sens. Pour vraiment ancrer une donnée, il faut une approche globale. Il faut la visualiser, l'écouter, la verbaliser et même impliquer le corps physique. Utiliser tout l'arsenal, en somme. Cette superposition crée des voix redondantes. Le livre donne l'exemple de la mémoire auditive qui permet carrément de devenir le Mozart de la mémoire en retenant la musicalité et le rythme des conversations. Mais le truc le plus méconnu, je trouve, c'est ce qu'il appelle la mémoire kinesthésique, celle qui est liée au mouvement et à l'émotion. Oui, l'auteur fait un parallèle super surprenant entre les sportifs de haut niveau et les grands musiciens. C'est vrai que pour eux, la répétition du geste physique, ça forge un ancrage hyper solide. Le mouvement devient le savoir. Tout à fait. Et les sources rappellent d'ailleurs que c'est ce principe qui justifiait les bonnes vieilles lignes d'écriture à l'école. Ah oui, copier 100 fois « je ne dois pas bavarder en classe ». Mais oui, l'acte physique de tracer les lettres, la pression du stylo sur le papier, ça a engagé une voie d'accès supplémentaire par rapport à une simple lecture. C'est fascinant. Mais bon, même en comprenant toute cette histoire d'ancrage multisensoriel, il y a un truc qui coince au quotidien. Qu'est-ce qui coince? Ou retenir un discours. Mais ça règle pas du tout notre problème du matin, nos petits oublis exaspérants comme les clés introuvables. Ah, les fameuses clés. Ou le dossier super important qu'on oublie sur la table de la cuisine. Le multisensoriel ne nous aide pas vraiment là-dessus. Parce que ces oublis logistiques, ce ne sont pas du tout des défauts de stockage. C'est quoi alors? Ce sont des défauts d'encodage initial. Le problème, c'est une baisse de vigilance. Le cerveau passe en pilote automatique. Le fameux pilote automatique. On fait les choses sans y penser. Exactement. Face à des actions qu'on a répétées 10 000 fois, comme entrer chez soi, vider ses poches, le cerveau délègue l'action pour économiser son énergie. Et pendant ce temps, notre esprit est littéralement ailleurs. On pense aux mails qu'on n'a pas envoyés, au repas du soir, bref, la charge mentale. Et comme l'attention est détachée, l'hippocampe, qui gère la mémoire spatiale, ne reçoit aucune instruction pour enregistrer l'endroit où on vient de poser les clés. Ah, donc l'information n'a pas été effacée, elle n'est juste jamais entrée dans le système. Jamais entrée. Voilà. C'est fou. Et pour contrer ce court-circuit, le document nous présente une parade assez insolite, qui vient du Japon. La fameuse technique ferroviaire japonaise. Oui, le Shisakanko. Apparemment, le personnel des trains en Japon a une vraie chorégraphie pour lutter contre ce pilote automatique. C'est impressionnant à voir. À chaque train, ils vérifient inlassablement les mêmes indicateurs, mais pas juste avec les yeux. Ils font des grands gestes, c'est ça, hein. Ils pointent le bras très fermement vers le cadran, ils annoncent l'état du signal à voix haute, et parfois même ils sifflent. Ça a l'air un peu folklorique comme ça. Ça peut paraître théâtral, mais c'est une stratégie de forçage cognitif redoutable.
Le fait d'imposer un geste ample, de parler et de s'écouter, ça réclame tellement de ressources neurologiques que le pilote automatique est obligé de se désactiver. Le cerveau est violemment ramené dans l'instant présent, quoi. Absolument. Les statistiques du livre montrent que ça fait chuter les erreurs humaines de manière vertigineuse. Bon, l'idée, c'est pas non plus de se mettre à hurler et à pointer du doigt la table du salon en rentrant du boulot, hein. Non, ça pourrait surprendre les voisins. C'est clair. Mais comment on adapte ça à la maison, alors? L'auteur propose une approche super pragmatique avec l'instauration d'un rituel physique intransigeant. Le rituel de la coupelle dans l'entrée, par exemple. Voilà. On crée un contenant spécifique, juste pour les clés. Et la règle, c'est une discipline de l'instant absolu. Tant que les clés ne sont pas physiquement tombées dans cette coupelle, il est strictement interdit de faire quoi que ce soit d'autre. On ne retire pas son manteau, on ne dit pas bonjour. Rien du tout. Et cette petite interruption volontaire, ça force le cerveau à se reconcentrer sur l'acte en cours. C'est un sas de décompression qui signale au cerveau qu'un truc important se passe, ce qui garantit l'enregistrement de l'emplacement. Alors, on a géré les clés et les objets. Mais qu'est-ce que tout cela signifie au fond quand on doit retenir des trucs hyper rébarbatifs ou intangibles? Des choses comme les codes PIN, les dates historiques, les données abstraites. Exactement. Comment l'esprit gère ça? Si l'on relie cela à une vision plus globale, l'auteur explique que ces informations abstraites, c'est comme de gros meubles lourds et tout lisses posés au milieu de notre esprit. Des meubles sans aucune prise pour les soulever? C'est ça. Essayer de les déplacer demande un effort épuisant. La solution, c'est de leur fabriquer et de leur visser des poignées. Ce qu'il appelle les fameuses poignées mémorielles. Voilà, ce sont nos moyens mnémotechniques. Et pour faire des poignées super costauds, l'auteur s'inspire de la synesthésie. La synesthésie, c'est quand les sens se mélangent dans le cerveau, c'est bien ça, hein? Exactement. Chez un synesthète, entendre un son peut déclencher une couleur, ou lire un chiffre provoque une odeur. C'est un truc de dingue. Et le livre donne l'exemple de Daniel Tammet. C'est un autiste Asperger qui a une mémoire vraiment hors du commun. Oui, ses capacités défient l'entendement. Pour lui, la suite infinie du nombre pi, c'est pas une abstraction froide. Chaque chiffre a une texture, une couleur. Je crois qu'il dit que le chiffre 3, il le voit noir, avec une texture spéciale et une odeur de raisin. C'est ça. Et cette richesse de perception, c'est ça qui donne prise à sa mémoire. Sauf que bon, la majorité des gens n'a pas cette particularité neurologique. Non, bien sûr. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut simuler la synesthésie par la force de notre imagination. On peut décider de mettre une couleur sur un mot ou une mélodie sur un code PIN. Exactement. Parce que le cerveau dépeste l'ennui et la banalité. Si l'information est grise, l'attention décroche. Donc l'imagination ludique devient notre meilleur outil. Il faut s'amuser en fait. Faut s'amuser. C'est d'ailleurs le principe des astuces qu'on apprend quand on est enfant. Ah oui, comme la phrase pour retenir les planètes du système solaire. Mon vaisseau te mène jusque sur un nuage. C'est exactement ça. Cette petite histoire un peu absurde, elle sollicite nos zones de créativité. Le cerveau est programmé pour retenir ce qui sort de l'ordinaire. Une info banale disparaît, mais une image complètement loufoque, elle reste gravée directe. C'est pour ça que l'absurdité est un levier cognitif si puissant. Et ça nous amène à ce petit défi très concret proposé dans les sources, qu'on peut tester à notre prochaine liste de courses. Un excellent exercice pratique. Au lieu de faire une simple liste sur papier ou de se répéter « il faut que j'achète 3 carottes pour la purée », le texte nous dit d'utiliser cette imagerie absurde. De visualiser les carottes. Oui, mais pas n'importe comment. Il faut fermer les yeux une seconde et imaginer 3 immenses carottes vivantes avec des petits bras et des petites jambes qui sont en train de danser une farandole hyper joyeuse au milieu du rayon des légumes. C'est tellement ridicule que c'est impossible à oublier. Mais c'est ça la magie N. La charge humoristique de cette image mentale, elle crée un ancrage instantané. Et quand on arrive dans le rayon, bam, on revoit les carottes qui dansent. Ça fusionne la mémoire associative avec la force de frappe de l'humour. Face à ça, la petite liste écrite sur un bout de papier n'a aucune chance. C'est clair. Bon, si on résume un peu tout ce qu'on a vu dans cette plongée au cœur du livre de Jean-Yves Pons. Il y a plusieurs gros changements de perspective. Déjà, la mémoire, ce n'est pas un don. Ça s'entraîne comme un muscle. La neuroplasticité, la myéline, tout ça. Ensuite, on a vu que la mémoire se construit en réseau. Les toiles d'araignée, les autoroutes. Elle a besoin de nos 5 sens pour être solide. On a aussi compris qu'il fallait lutter contre notre pire ennemi du quotidien, l'AG, le pilote automatique. Avec des rituels conscients, comme les employés de train japonais ou notre coupelle pour les clés. Et enfin, pour les choses abstraites, il faut se servir de son imagination la plus farfelue. L'absurdité est notre allié. Ça fait une belle boîte à outils. Mais
Et c'est là que les sources nous réservent une dernière surprise. Il y a un ultime obstacle dont on n'a pas encore parlé. Cela soulève effectivement une question très importante. Parce que même avec la meilleure farandole de carottes du monde, il y a un phénomène physiologique inévitable qui s'appelle la courbe de l'oubli. La fameuse courbe d'Ebbinghaus, un psychologue allemand du 19e siècle, c'est ça? Oui, sa théorie illustre une vérité implacable. Notre cerveau fait le ménage pour optimiser ses ressources. Surtout pendant qu'on dort, apparemment. Exactement, pendant le sommeil profond. Si on encode une super information la journée, mais qu'on ne la réactive jamais, le cerveau se dit que c'est obsolète. Et hop, il efface la connexion neuronale. C'est terrible. Et on fait comment pour empêcher ce nettoyage automatique? Ebbinghaus a mis au point la méthode des répétitions espacées, ce que le livre vulgarise sous le nom des 3 rappels magiques. Les 3 rappels magiques, comment ça marche? Le principe, c'est de forcer la consolidation. Le tout premier rappel doit impérativement se faire le jour même de l'apprentissage. Le jour même. Juste avant de s'endormir. On prend 2 minutes pour revoir mentalement l'information. Ça envoie un signal très fort au cerveau pendant la nuit. Ceci est important, on le garde. D'accord. Et ensuite? Le deuxième rappel se fait le lendemain. Et le troisième, le surlendemain. C'est une vraie discipline sur 3 jours, en fait. C'est ce franchissement des 3 jours qui fait passer la connaissance d'une mémoire à court terme, très fragile, vers la mémoire à long terme. C'est comme mettre du ciment frais sur notre autoroute neuronale. Eh bien, ça fait une sacrée matière à réflexion pour clore cette analyse. On comprend mieux que l'effort créatif du début, il a besoin d'être soutenu par la répétition pour vraiment s'ancrer. Exactement. C'est un travail d'équipe entre l'imagination et la discipline. Du coup, j'ai une petite proposition pour ceux qui nous écoutent, un petit défi à relever dès ce soir. Pourquoi ne pas mettre cette courbe de l'oubli à l'épreuve? Excellente idée. Comment on s'y prend? C'est simple. Ce soir, juste avant de fermer les yeux, prenez une minute pour essayer de retracer les grandes lignes de notre conversation d'aujourd'hui. Revoyez mentalement la métaphore du muscle et de la myéline. Souvenez-vous des cheminots japonais qui pointent du doigt. Pensez aux autoroutes neuronales. Et bien sûr, n'oubliez pas nos 3 carottes qui dansent la farandole. Et si on répète ce petit effort mental demain, puis après-demain, on risque d'être très surpris de voir à quel point notre mémoire peut être incroyable quand on lui donne enfin le bon mode d'emploi.